Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici et activez votre cloche pour avoir de nouvelles vidéos. Suivez-moi sur le plateau des stars. 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 C'est Plateau des stars. Mon vieux Mogo Cyril. Est-ce que vous connaissez Cyril? C'est un chef, hein? Coro et Coro. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver encore pour cette émission Plateau de Stars. Aujourd'hui, entretien exclusif avec le Koro, Tiken Jah Fakoly, artiste qui n'est plus à présenter. Il va juste nous dire son nom à l'état civil. Bonjour, mon nom à l'état civil c'est Moussa Doumbia. Moussa Doumbia. Moussa Doumbia. Et voilà. Doumbia, vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire. Moi je suis originaire effectivement de la Côte d'Ivoire, mais Doumbia c'est pas seulement la Côte d'Ivoire, Doumbia c'est le Mandingue. Donc tous les Doumbia sont descendants de Fakoly. Fakoly qui a été l'un des lieutenants de Soundiata Keïta au XIIIe siècle lors de la libération du peuple mandingue. Merci pour l'information. J'allais même vous demander qui est Fakoly. Merci pour l'information. Alors donc vous êtes descendant de Fakoly. Tous les Doumbia sont descendants de ce grand homme-là. Alors dites-moi, aujourd'hui vous êtes artiste reconnu sur l'échiquier international, mais comment est-ce que c'est venu la musique? Avant, quand j'étais enfant, j'avais 11 ou 12 ans et j'aimais beaucoup danser. Et mon père m'avait prévenu, il m'a dit que si mes résultats n'étaient pas à la hauteur de son entente, il allait m'expédier dans un petit village où je n'allais pas avoir l'occasion de danser. Évidemment, comme je n'étudiais pas comme il faut, ce que je déconseille aux enfants, il faut qu'ils étudient. Donc les résultats n'étaient pas bons. Donc mon père m'a envoyé dans son petit village qui s'appelle Béléban. C'est un village qui est à 75 km de Guinée, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Tu envoyé loin. Voilà. Et quand je suis allé là-bas, j'ai découvert que les jeunes du village organisaient des soirées dansantes presque tous les week-ends. Donc j'allais évidemment à cette soirée. Et voilà, il paraît que je dansais très bien. Ah, il paraît. À l'époque, voilà, parce que moi j'étais gamin, je ne me rappelle plus. Le seul truc dont je me rappelle, c'est que les gens venaient faire le cercle autour de moi, ils applaudissaient et ils m'encourageaient à danser. Et au début, c'était bien, mais à un moment, j'ai décidé de ne pas danser comme ça, parce que de toute façon, je ne voulais pas que mon père apprenne que je continue à danser là-bas. C'est ça. Ce que j'avais constaté, c'est que quand il s'agissait de reggae, on ne faisait pas de cercle autour de moi. Tout le monde dansait dans la salle et donc j'aimais ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert le reggae. J'ai découvert Adjaman, Bob Marley, voilà, dans ma langue maternelle, donc le Djoula. Et parce que un jour, j'ai rencontré un jeune Ghanéen qui était de passage dans ce village et lui, il m'a expliqué un peu les chansons de Bob Marley, de Burn Esprit. Donc j'ai découvert que le reggae est une musique de combat. Et donc j'ai commencé à composer des chansons pour dénoncer, pour conseiller, critiquer, etc. Et puis voilà, mais j'avais honte de chanter en public. Parce que simplement tout ce qu'on écoutait comme reggae en ce moment était chanté en anglais. En anglais, oui. Voilà. Donc si je vais revenir, c'est-à-dire c'est quand vous avez fait la connaissance de ce Ghanéen là que vous avez découvert le reggae avec les chansons de Burn Esprit, Bob Marley. Non, je dansais déjà le reggae, mais la signification des chansons. Voilà, vous avez plus apprécié, vous avez plus découvert ce que c'était exactement. C'est exactement, parce que je considère le reggae comme toutes les autres musiques. Voilà, parce que vous dansiez, mais savoir qu'il y a un combat derrière, c'est grâce à ce jeune Ghanéen, donc anglophone, que j'ai compris ça. Et puis vous avez commencé à composer vous aussi. Voilà, j'ai commencé à composer des chansons. Mais parmi toutes ces chansons que vous écoutiez dans le temps, est-ce que de là est partie une idole de Tiken Jah? Est-ce que vous avez... disons que Bob Marley, j'ai beaucoup écouté Bob Marley, mais j'ai plus écouté Burn Esprit. Burn Esprit parce qu'il parlait d'histoire, il parlait beaucoup d'histoire, il parlait d'esclavage, il parlait de colonisation. Donc moi j'étais plus touché par ce thème-là. Mais Bob Marley, c'était le top, c'était celui que tout le monde aimait. Oui. Voilà. Donc évidemment, j'écoutais Bob Marley, j'aimais les chansons de Bob Marley, les significations des chansons, mais j'avoue que j'ai plus écouté Burn Esprit. Oh, ok.
Alors donc, si je comprends bien, l'idole de Tikenja, c'est Bernie Spears ou c'est Bob Marley? On va dire j'ai deux, hein. Il y en a tous les deux. Parce que Bob Marley parle au combat. Oui. Hein, parce que Bob Marley, quand tu écoutes ses chansons, c'est Africa Unite. Quand tu écoutes ses chansons, il parle de politique, etc. dans ses chansons. Il parle évidemment des souffrances du peuple, d'unité, etc. Donc ce sont ces deux-là qui m'ont vraiment inspiré. Et ouais, donc de là est parti votre style musical. Alors, vous allez nous parler un peu de vos débuts. Comment c'est venu? Vous avez commencé à composer les chansons et tout. Maintenant, comment est-ce que c'est venu votre premier opus? Je continue à composer des chansons et puis j'ai passé l'entrée en 6e. Je suis venu au lycée à Odiéné. Donc, et puis j'ai formé mon petit groupe et on se cachait pour répéter. On allait répéter chez des amis. J'allais à l'école parce que j'avais peur que mon père... voilà, tout en te cachant tout le temps. Voilà, et donc on répétait. Et puis, après mon retour du village, 3 ans après, on a formé un vrai groupe. Et puis, on a commencé à répéter chez nous à la maison. Mais mon père est décédé en 87. Juste après le décès de mon père, on a commencé à répéter chez nous à la maison avec mes amis. Et c'est comme ça que on a répété pendant longtemps. On a commencé les premières répétitions. Je crois que les toutes premières répétitions, on les a faites en 89, par là. Wow. Voilà, 89. Et on a répété longtemps. Et puis c'est en 93 qu'il y a un concours qui a été organisé par une firme de cigarettes en Côte d'Ivoire. Et le groupe, on a présenté le groupe à ce concours. Oui. Et il y avait près de 100 groupes. Et nous, on a fini 4e. On a été éliminé en demi-finale par un groupe qui s'appelle les Woody. Ah oui, les Woody. Voilà, les Woody en Côte d'Ivoire. Un groupe de pop. Oui, voilà. je vois. Donc on a été éliminé en demi-finale. Et puis c'est au cours de cette demi-finale-là qu'un producteur m'a appelé. Et m'a découvert. Et puis après le concert, il m'a appelé, il m'a dit qu'il veut me faire entrer en studio. Donc on est rentré en studio et puis le premier album est sorti en 93. Plateau de Star avec DJ Cyril sur Africa, la folie. Donc en 1993, le premier album qui s'appelle Jelly. 94, deuxième album Missile. Oui. 96, le premier album qui m'a fait découvrir au public. Oui. C'est l'album Manger Crassi. Voilà, Manger Crassi, oui. Donc avant Manger Crassi, vous aviez sorti des albums? Avant Manger Crassi, j'ai sorti des albums qui sont passés presque inaperçus. Oui. Puisque quand le premier album est sorti en 93, ça a coïncidé avec la mort de Fouad Boigny. Oui, donc le pays était... 3 mois de deuil national. Donc pas de télé, pas de radio vraiment. Donc compliqué. Du coup, pour un artiste qui vient de sortir, c'était compliqué pour faire la promo. Et puis l'album est passé inaperçu. J'ai sorti un autre album en 94, pardon. Et là, j'ai eu droit à un passage télé. Mais ça n'a pas décollé puisque les conditions d'enregistrement n'étaient pas à la hauteur. Mais malgré ça, on a essayé de vendre quand même nous-mêmes quelques cassettes, mes amis et moi. Et puis en 95, j'ai fait une pause. Je suis retourné à Odiéné pour m'inspirer. Et c'est là que j'ai commencé à écrire les chansons comme Manger Crassi, tout ça. Et puis je suis rentré en studio. Et puis l'album est sorti. Ça a été un grand succès. Oui, un gros succès, voilà. je me souviens. Voilà. Et le 4e album est sorti en 99, ça s'appelait Coup d'Histoire. Coup d'Histoire. Donc vous avez combien d'albums aujourd'hui à votre actif? Aujourd'hui, j'ai 11 albums à mon actif. 11 albums. Ouais. Ah, ça c'est beaucoup. Voilà. Alors donc ça fait maintenant combien d'années d'expérience? Disons que moi, j'ai su que je vais être un chanteur à partir de 93. Donc en 93, 2018, je ne sais pas combien ça fait, mais je pense qu'on a presque plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Oui, parce que je crois que c'est plus de 20 ans. Ok. Alors, de toute votre carrière, depuis le premier album jusqu'à maintenant, quel a été votre plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, c'est quand je suis revenu après la sortie de Manger Crassi en 96, je suis venu jouer au stade de Odiéné. Et à Odiéné, quand j'ai commencé avec mes potes, personne n'y croyait.
Je me rappelle des gens me disaient, de toute façon, il se fatigue, il n'y aura pas 2 Alpha Blondy, il n'y aura pas 2 ceci, de toute façon, voilà. Ouais. Donc, du coup, il n'ira nulle part. Il n'ira nulle part, donc, du coup, voilà, revenir jouer et remplir un stade, mettre au moins 30 000 personnes dans le stade de cette ville-là où personne n'y croyait. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Oui. Voilà, et ça, c'est mon plus grand souvenir. Parce que quand je suis venu, on avait notre sono, n'était même pas grand, on avait une petite sono. Et quand j'entonnais une chanson, le public chantait le reste. Donc du coup le boulot est fait. C'était quelque chose d'extraordinaire. Non, mon plus beau souvenir, c'est ce concert de retour au stade Mamadou Koulibaly de Djémé. Ok. Les albums des artistes sont généralement, il y a certaines personnes qui disent que ce sont comme des enfants pour vous. Parce que c'est beaucoup de choses que vous préparez et tout. De tous vos albums, vos 11 albums, quel est votre préféré? Moi j'aime tous mes albums. Vous aimez tout? Il n'y a pas un album qui a été vraiment... Non, j'aime tous mes albums, j'aime tous mes titres. Mais ce que je veux dire, c'est que le reggae a toujours rimé avec la politique. Les gens disent que nous on parle de politique, mais depuis Bob Marley, le reggae a toujours dénoncé le comportement des hommes politiques. Le reggae s'est positionné comme la voix des sans-voix, comme la voix de la majorité des populations qui sont manipulées par les hommes politiques. Donc le reggae a décidé d'éclairer les populations, d'éveiller les consciences. Donc moi je suis simplement sur la ligne tracée par Bob Marley, Burn Esprit, en tout cas tous ceux qui ont fait la promotion de cette musique-là dans ce monde. Il faut savoir que nous, on ne parle pas de politique comme ça, c'est parce que c'est la mission du reggae. Si tu fais du reggae, alors tu dois critiquer, tu dois dénoncer, et donc en critiquant et en dénonçant, tu te retrouves en train de chanter des thèmes qui vont choquer les hommes politiques. Oui, forcément. Voilà, forcément. Et donc, voilà, à la fin, ils vont dire que tu fais de la politique. C'est ça. Vous savez, en Afrique, quand tu dis les gens sont mal soignés, les gens sont mal soignés, on dit tu fais de la politique. Quand tu dis les femmes meurent en train d'accoucher, on dit tu fais de la politique. Quand tu dis il y a coupure d'électricité, on dit lui il a fait de la politique. Quand tu dis il n'y a pas d'eau potable, on dit lui il a fait de la politique. C'est ça. Et donc, une fois que tu revendiques, une fois que tu revendiques, voilà. Donc je pense que les politiques, peut-être qu'ils souhaitent qu'on chante comme les autres chanteurs, je ne généralise pas, mais peut-être qu'ils souhaitent qu'on chante leurs louanges, qu'on chante leur nom, ou bien, au lieu de les critiquer. Donc, et ça c'est impossible parce que le reggae, c'est une musique de combat. C'est une musique de combat, voilà. Je suis John Balagosek, le chanteur du Sénégal, et je vous conseille, pareil de connaisseurs, de suivre Plateau de Stars avec mon ami Cyril sur Africable Télévision. Ok. Est-ce que vous avez une appartenance politique? Je n'ai pas d'appartenance politique. J'ai toujours dénoncé les injustices. J'ai toujours dénoncé les injustices. Donc en dénonçant les injustices, des gens qui sont en face pourraient penser que je suis avec celui qui se ressent dans ma chanson, dans ma musique. Je prends un exemple, l'exemple de la Côte d'Ivoire, lorsqu'on parlait des nationalités, c'est des chansons que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui aimaient. Oui. Voilà, lorsqu'on parlait de... Voilà, il y a plein de chansons qu'on a chantées à l'époque, que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, on chante des choses qu'eux, ils n'aiment pas. Voilà. Parce qu'ils se sentent concernés. Voilà, parce qu'ils se sentent maintenant attaqués, alors qu'avant, quand on chantait des choses, ils dansaient même avec nous, ils jouaient ça dans les meetings. Bon, donc, je n'ai pas d'appartenance politique. Mais quand un politicien, par exemple, utilise votre musique pour faire des meetings ou des choses comme ça, ça ne vous dérange pas? Ça peut faire que les gens qui sont dans les meetings vont penser que vous avez une appartenance politique. Effectivement, on a ce problème-là. Mais le gars, il a acheté son CD, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Moi, je ne peux pas aller dire, ne jouez pas ma musique là. Même aujourd'hui, il y a ce problème-là. En Guinée-Conakry, aujourd'hui, le président actuel, lorsqu'il était en prison, j'ai été l'un des seuls artistes à chanter pour qu'il soit libéré. Et donc, le morceau s'appelle Alpha Condé. Il est sur l'album Caméléon. Et donc, le gars, il est sorti, il a continué son combat politique. Et donc, durant tous ces meetings, c'est ce morceau-là qu'il joue. Maintenant qu'il est au pouvoir aujourd'hui, c'est le même morceau qu'il joue. Donc, ça fait que ses adversaires politiques pensent que je suis avec lui, ou bien que je l'ai encouragé, ou bien que voilà.
Mais pourtant, c'est pas ça. On a chanté pour Mandela. Sauf que Mandela était dans un combat pour défendre son peuple. Oui, c'est ça. Et donc, alors qu'aujourd'hui, Alpha Condé est dans un esprit, était dans un esprit pour avoir le pouvoir. Et donc, ça fait deux personnes. Mais moi, je ne regrette pas parce que le reggae a été toujours aux côtés de ceux qui sont victimes d'injustice. Je trouve qu'à l'époque, Alpha Condé était victime d'injustice et les élections sont passées, il a été arrêté après et donc il fallait qu'il soit libéré et c'est ce que j'ai chanté. Donc, je veux profiter de votre antenne pour dire à tous les Guinéens que j'ai chanté l'opposant en prison, mais pas le président au pouvoir. C'est ça. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pour revenir à ce que vous venez de dire. Effectivement, lorsqu'on chante des gens qui sont victimes les causes d'injustice, je veux dire, que les gens arrivent au pouvoir, ça peut être interprété comme si on soutenait cette personne-là, alors que ça n'a rien à voir. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc pour répondre à votre question, je dirais que je n'ai aucune appartenance politique. Moi, je fais du reggae, je suis un éveillé de conscience. Je suis la voix des sans-voix, je fais du reggae. Ma mission, c'est d'éveiller des consciences, c'est d'éduquer les consciences, pardon, c'est d'éduquer, c'est d'informer, c'est d'être la voix de la majorité des populations qui sont manipulées par les hommes politiques. Super. Ok, alors dites-moi, vos rapports avec votre dévancier, Alpha Blondy. Quels sont vos rapports? Parce qu'on a entendu que vous n'avez pas de bons rapports, que Alpha Blondy n'a pas voulu aider Tiken Jah, ceci, cela. Bon, moi je dis ce que j'entends, ce qu'on entendait dans le temps. Mais est-ce que vous aviez eu un souci auparavant avec Alpha Blondy ou vos rapports actuels ou vos rapports précédents? Non, il n'y a pas de problème aujourd'hui. Il y a eu peut-être des problèmes avant, mais ce n'était pas parce qu'Alpha Blondy n'a pas aidé Tiken Jah, etc. C'était pas ça. C'est que Alpha était là et moi je suis arrivé. Donc du coup, ça crée des comparaisons, les fans vont comparer, les journalistes vont comparer. Des choses qui ne sont pas comparables. Ça va frustrer celui qui était là. Et donc ça va créer des problèmes. Donc, et puis il y a des ondits, il y a des trucs. Voilà, vous voyez. Ça crée des problèmes. Mais Alpha et moi, nous nous sommes réconciliés depuis 2011. Depuis 2011, donc tout va bien. Il y a eu quand même quelque chose. Non, mais c'est les fans. C'est les raisons que je vous ai données. Les raisons que je vais donner, c'est que, vous savez, à l'époque, quand il y avait Michael Jackson, il y avait des comparaisons avec MC Hammer, ou bien Prince. Prince, oui. Au Congo, Kinshasa, il y a eu Kofi Olomide, il y a eu Werason, oui. etc. Donc, quand il y a un artiste qui est là, qui a fait un gros succès, quand il y a un autre qui arrive, qui commence à faire un succès, il y a tout de suite des comparaisons qui créent des polémiques et qui créent des disputes entre les fans. Donc les journalistes font des comparaisons et puis ça devient un truc qu'on ne peut plus contrôler. Donc je pense qu'il y a eu ça. Mais à la veille de la caravane de la réconciliation en Côte d'Ivoire, nous nous sommes appelés, Alpha Blondy et moi, et nous avons décidé d'aller faire cette tournée de réconciliation. Mais on s'est dit, avant d'aller demander aux Ivoiriens de se réconcilier, c'est important que nous on se réconcilie. Donc dans les règles normales de la chorocratie, c'est moi qui ai appelé Alpha Blondy pour lui dire il faut qu'on mette balle à terre et qu'on soit concret. C'est clair. Voilà, qu'on soit concret, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se lever pour aller dire aux gens réconciliez-vous alors que nous on est en guerre. Okay. Donc, je pense qu'il a bien compris le message, donc on s'est réconcilié, on a fait cette caravane-là pour apporter notre contribution à la réconciliation. Bravo. Salut, ici le Warabos à mon idole de Genève. Suivez Plateau des Stars sur Africa Télé. Je pense qu'il n'y a pas de raison de faire des histoires, ça ne sert à rien. Oui. Voilà, chacun a... C'est vrai qu'on fait tous du reggae. Donc on est tous en mission, on n'est pas en compétition, je veux dire. Super. Mais si les artistes arrivent à se réconcilier, vous êtes... il faudrait que aussi les hommes politiques aussi arrivent à se réconcilier. Vous êtes ivoirien d'origine, résident au Mali aujourd'hui. Et vous partez de temps en temps en Côte d'Ivoire, vous êtes ici, vous faites vos voyages et tout. Je vais juste vous poser une question, hein, puisque vous, les faiseurs de reggae, vous êtes des éveilleurs de conscience. Quelles solutions vous préconisez aujourd'hui pour une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, selon vous, votre vision, comment est-ce que vous voyez une réelle réconciliation en Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs
ils ont fait des trucs, cellules, réconciliation et vérité et tout. Mais jusqu'à présent, si sur les antennes, on parle de réconciliation, ça veut dire que la réconciliation n'a pas encore été. Je pense qu'il faut que chacun mette un peu d'eau dans son vin. Que chacun comprenne que l'essentiel, c'est la Côte d'Ivoire. Que le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Que quel que soit celui qui va venir au pouvoir, si on n'est pas réconcilié, alors la Côte d'Ivoire ne sera pas en paix et la Côte d'Ivoire ne sera pas stable et on ne pourra pas préparer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est ce que chacun doit se dire. Ça. Il y a des efforts qui ont été faits de part et autre. Je pense que le gouvernement actuel vient de signer l'amnistie. Il y a beaucoup de personnes qui ont été libérées. D'ailleurs, chapeau au gouvernement ivoirien pour ce geste. Je pense que c'est un bon geste que nous avons tous salué. Oui. Et donc, il faut aussi que ceux qui sont sortis de prison s'impliquent dans la réconciliation. Il ne faut pas que la Côte d'Ivoire soit accrochée à Gbagbo ou à Alassane ou à Bédié, parce qu'eux, ils vont partir. Mais la Côte d'Ivoire va rester. Donc, effectivement, ceux qui soutiennent Gbagbo, ils peuvent continuer à réclamer la libération de Gbagbo. Et ceux qui soutiennent Alassane peuvent continuer à le soutenir. Ceux qui sont avec Bédié peuvent continuer. Mais il faut éviter que la Côte d'Ivoire brûle une deuxième fois. Parce qu'en 2010, nous avons perdu 3000 de nos concitoyens. Et donc, il faut éviter de perdre même une personne aux prochaines élections. Et je pense que cela doit être la mission de chaque Ivoirien. Il ne faut pas se taper dessus. Il faut mettre la Côte d'Ivoire au centre. Il ne faut pas se tuer pour Alassane ou Bédié ou Gbagbo. Parce que, voilà, les politiciens, je vais vous dire quelque chose. Un politicien, c'est comme une vieille voiture garée au bord de la route qui est en panne. Donc, ceux qui viennent l'aider, à bouger. Quand vous poussez la voiture, quand elle décolle, elle vous laisse, elle met la fumée dans vos yeux et puis elle prend des gens devant la main. Voilà. Non, ça c'est fort. Voilà. Donc c'est ça l'homme politique. C'est clair. Donc ça ne sert à rien de se tuer à cause d'eux. Et donc il faut se battre pour l'intérêt du pays. Et je pense que moi je souhaite, c'est ce que... Sinon aujourd'hui, Gbagbo est en prison. Si un jour Gbagbo sort et qu'il a encore des responsabilités, vous verrez qu'il y a des gens qui se sont fait massacrer, il y a des gens qui ont perdu leur boulot, il y a des gens qui sont allés en exil, qui ne pourront même pas le voir. Qui ne pourront même pas le voir parce qu'ils auront trop de fumée dans les yeux. Parce que voilà, et donc il y a des gens qui vont être pris devant et ça c'est certain. Donc c'est pourquoi il faut mettre la Côte d'Ivoire au centre de notre combat. Et donc c'est pour revenir à votre question, je dirais que la réconciliation, si on est réconcilié aujourd'hui, c'est tout le monde qui bénéficie. Parce que les retombées de la réconciliation, c'est la stabilité. Les retombées de la réconciliation, c'est la paix. Les retombées de la réconciliation, c'est le développement de la Côte d'Ivoire. Et donc, si la Côte d'Ivoire se développe dans la paix et la stabilité, ça va faire que les gens vont venir investir, des emplois vont être créés, les jeunes vont avoir du boulot. Et puis on va avancer. Donc voilà un peu le conseil que je donne à tous mes compatriotes ivoiriens et même aux populations des autres pays africains. Ok. Voilà, on va revenir à votre carrière. À part la musique, qu'est-ce que Tiken a fait d'autre? À part la musique, moi je suis fan vraiment de l'agriculture. Je pense que si je n'avais pas été artiste, j'aurais été agriculteur. Et ça vient aussi de mon éducation. Lorsque j'étais à Béléban, dans ce petit village, tous les week-ends, j'allais au champ. Je sais cultiver à la daba, je sais travailler avec la machette, etc. Et donc, je sais récolter le riz, je sais comment on plante la patate, l'igname, etc. Voilà, donc vous avez une ferme à votre actif, ici ou en Côte d'Ivoire? J'ai une ferme ici au Mali. Et en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, j'ai tenté de faire de l'agriculture. En 2013, j'ai fait 50 hectares de riz. En 2014, j'ai fait 50 hectares de riz. Et puis en 2015, j'avais beaucoup de concerts, des enregistrements, tout ça. Donc, j'ai pas pu... Ici, et puis je vivais au Mali, donc c'était pas évident de pouvoir gérer d'aller gérer ça. Donc ça s'est pas bien passé parce que les 50 hectares de riz étaient là, mais la récolte ne m'a pas remboursé ce que j'avais investi. Donc ça m'a un peu découragé. Mais aujourd'hui, je suis au Mali, j'ai une ferme où j'élève des poules, des autruches, j'ai des tortues, j'ai des poules de race, de différentes races, j'ai des oies de Toulouse, des oies de Guinée, j'ai des biches, donc j'élève
ces animaux-là dans ma ferme. Voilà, c'est vraiment une passion. Elle est située où à Bamako? La ferme est située à 45 km de Bamako, vers Sibi, sur la route de la Guinée. Ah, ok. Voilà. Donc vous y allez très souvent pour vous reposer? Oui, je pense que pour nous, Rastafari, c'est important d'être en contact permanent avec la nature. C'est important d'être en contact permanent avec les hommes, bien sûr, mais aussi avec les animaux. C'est pourquoi j'ai ma petite coccinelle. Je roule en coccinelle sans monter les vitres parce que je vais être en contact avec la nature, avec le peuple, les gens, avec le peuple déjà. Okay. Et puis bon, à Sibi, effectivement, je suis en contact avec la nature et les animaux. Vous êtes Rasta, vous ne mangez pas la viande? Moi, je mange la viande. Je mange la viande. On dit que les Rastas ne mangent pas la viande. Oui, ça dépend. Je pense que chacun a sa manière de, d'être Rasta. Moi, je pense que le Rasta, c'est d'abord le cœur. Le Rasta, ce n'est pas seulement les cheveux, ce n'est pas l'accoutrement, ce n'est pas fumer de la ganja. Le Rasta, c'est dans le cœur. Je pense que toute personne qui se bat pour la justice et l'égalité, pour moi, c'est un Rasta. Sinon, par rapport à la viande, il y a des gens qui ne sont pas Rasta qui ne mangent pas la viande. Donc, voilà, nous, on est Rasta, on se bat pour l'Afrique, pour la justice, pour l'égalité. Donc Rasta, c'est combattant. Ouais, Rasta, c'est combattant. Combattant pour l'égalité. Pour l'égalité et la justice. Et la justice. Voilà, ça se résume à ça. C'est-à-dire même quelqu'un. Donc le Rasta n'est pas obligé de porter des dreads? Non, pas forcément. Pas forcément. Le Rasta n'est pas obligé de porter les dreads. Le Rasta n'est pas obligé de fumer la ganja. Le Rasta, c'est dans le cœur. Quelqu'un qui. Il n'est pas obligé de chanter du reggae. Ou n'est pas obligé de chanter. Il y a plein de Rastas en Jamaïque qui ne chantent pas. C'est une religion. C'est une religion pour certains, c'est une philosophie pour d'autres. Donc, il y a des églises, pas des églises forcément, mais il y a des Rastas en Jamaïque qui font des prières. Et il y en a qui sont en pleine brousse, qui préfèrent être en contact direct, tout permanent avec la nature. Il y en a même qui en veulent la Bob Marley, pourquoi il utilisait les guitares fabriquées par les Blancs. Donc c'est pour dire que chacun a sa philosophie. Salut, c'est DJ Arafat sur Plateau des Stars avec Cyril. Lourd. Nous sommes au point de chute de cet entretien. Mais je veux savoir comment on parle de Rasta. Comment ce phénomène est arrivé? Parce que je vois très souvent les Rasta, ouais, yes, Haile Selassie, Jah, Rastafari, Haile, bon, c'est arrivé comment? D'abord, ça a été créé en Jamaïque par un monsieur qui s'appelle Owell, qui était chef d'un village, tu vois, il était dans un coin où il y avait plein de Rastas qui étaient là. Donc il cultivait, et c'est eux qui ravitaillaient la ville de Kingston en produits vivriers, puisqu'ils avaient des tomates, etc. Donc ils étaient là-bas. Et donc à un moment, le gouvernement a décidé de détruire le village parce que le gouvernement les soupçonnait de cultiver de la ganja. Donc le village a été détruit, donc les Rastas se sont éparpillés à travers Kingston. Et donc ceux qui sont venus à Kingston ont créé le quartier Trash Town. Et donc c'est des gens qui voulaient retourner en Afrique. C'est un peu ça, c'est des gens qui n'ont jamais accepté de couper les liens avec l'Afrique. Okay, et donc c'était des révoltés. Parce qu'il faut savoir que la Jamaïque, c'est une petite île. Quand les bateaux partaient avec les esclaves de l'Afrique pour les États-Unis, les esclaves qui se révoltaient, qui révoltaient les autres sur le bateau, ils s'arrêtaient en Jamaïque et ils les vendaient là-bas. Et puis ils continuaient avec les autres aux États-Unis. Oui. Voilà. Donc ce sont ces gens-là qui revendiquaient leur africanité, etc. Et puis un jour, ils ont entendu parler de Haile Selassie. Il y a un Jamaïcain, donc un intellectuel jamaïcain qui s'appelait Marcus Garvey, qui a entendu qu'il y a un roi qui va être couronné en Éthiopie et que ce roi s'appelle Haile Selassie et que ce roi est descendant de la reine du roi Salomon et de la reine de Saba. Oui. Donc du coup, les Rastas se sont dit, c'est des gens qui partaient à l'église, qui priaient Jésus. Donc comme on a parlé du roi Salomon dans la Bible, donc ils se sont dit, s'il y a un gars qui est noir comme eux et qui est descendant de Salomon dont on parle dans la Bible, donc au lieu d'aller prier un blanc, quelqu'un en tout cas qui a la peau blanche, Jésus-Christ, donc ils préfèrent considérer ce gars-là comme leur Dieu. Et donc c'est comme ça que Haile Selassie je comprends. C'est comme ça qu'Haile Selassie a été choisi par les Rastas sans même lui-même son consentement. Il ne le savait même pas.
Et c'est des Jamaïcains qui ont fait le déplacement pour aller le voir en Éthiopie et l'inviter à venir en Jamaïque. Et quand il est venu en Jamaïque, qu'est-ce qui a approfondi la croyance des Rasta envers Haïlé Sélassié? Quand Haïlé Sélassié est invité en Jamaïque, quand il arrive, l'avion, avant d'atterrir, il y avait une grosse pluie. Les gens sont venus l'accueillir et tout le monde était mouillé parce qu'il pleuvait très fort. Et l'avion atterrit sous la pluie, mais dès que la porte de l'avion s'ouvre, la pluie s'arrête. C'est-à-dire, dès qu'on ouvre la porte de l'avion, la pluie il s'arrête de pleuvoir, la pluie s'arrête. Donc Haïlé Sélassié sort et il lève le bras et tu entends des cris Rastafari, Rastafari. Donc du coup, ça les a confortés dans leur croyance. Okay. Donc voilà, c'est un peu ça. Et effectivement, Haïlé Sélassié, il faut dire qu'il le mérite parce que c'est l'un des premiers à se battre pour le panafricanisme. Oui, aujourd'hui, les réunions de l'Union africaine, c'est où? C'est Addis Abeba. Oui. Et ça, ce sont les actions d'Haïlé Sélassié. Quand vous regardez les vidéos du passé, alors les grandes réunions de l'OUA, c'était Addis Abeba. Oui. Donc c'est tout ça qui a fait que les Rastas... Et puis aussi, l'Éthiopie aussi, mine de rien, qui a été le pays qui n'a jamais été colonisé. Qui n'a jamais été colonisé et qui a résisté malgré que les Italiens avaient des bombes, etc. Mais ils ont résisté. Et donc, puis Haïlé Sélassié, il a posé des actes importants. C'est quelqu'un qui était très engagé pour l'éducation. C'est pourquoi nous autres, on est toujours engagés pour l'éducation, parce que l'éducation réveille. Donc, Haïlé Sélassié était très engagé pour l'éducation. Oui. Il faisait même des fêtes où il invitait les premiers de toutes les classes du pays. Et il faisait des visites surprises dans les écoles, parce que l'école réveille, parce qu'il savait que l'école était vraiment quelque chose qui allait réveiller le peuple. Oui. Et donc, il faut savoir aussi que même les vols éthiopiens là, c'est des idées d'Haïlé Sélassié. C'est Haïlé Sélassié qui est Ethiopian Airlines là. Et bien, c'est depuis Haïlé Sélassié, c'est lui qui a envoyé cette idée. Et donc, voilà, il a fait beaucoup de choses. Il s'est battu pour l'unité africaine. Haïlé Sélassié s'entendait bien avec des gens comme Sékou Touré, etc. Le jour quand ils ont assassiné Haïlé Sélassié, quand il s'est senti menacé, c'est Sékou Touré qui l'a appelé. Et Sékou Touré a fait décoller son avion. Et Haïlé Sélassié a été assassiné pendant que l'avion allait le chercher. Non. Voilà. Et donc tout ça, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui était engagé pour l'unité africaine, qui était engagé pour... en tout cas pour un grand combattant. Ouais. On va boucler l'interview. Je vois African Reggae Festival, c'est votre festival? Oui, c'est mon festival, il y a eu une seule édition. Oui, mais parce vous préparez une prochaine ou... J'aimerais bien, vous savez, le problème qu'on a en tant qu'artiste engagé, c'est que les sponsors s'auto-censurent. Voilà, ils sont un peu réticents. Ils ont peur, même si on ne leur dit pas de ne pas y aller, et ils ne vont pas parce qu'ils se disent... l'artiste chante contre les hommes politiques. Et donc, si on va sponsoriser l'événement de l'artiste, peut-être qu'on va avoir des problèmes avec le gouvernement, etc. Mais sinon, effectivement, c'est mon rêve, faire un festival. Et donc, une autre édition. Mais je vois, vous allez nous dire, parce que ce sont certainement vos icônes. Oui, tous ceux qui sont là. Ouais, en haut, là, à gauche, on a... En haut, ça c'est Haïlé Sélassié. Et en bas, c'est le Jamaïcain qui s'appelle Marcus Garvey qui avait annoncé aux Jamaïcains qu'il y a un roi qui va être couronné. Voilà. C'est lui, Marcus Garvey. En bas, vous avez Malcolm X qui s'est battu contre la ségrégation aux États-Unis. L'égalité aussi aux Après, vous avez Thomas Sankara, que vous connaissez. Et ensuite, vous avez Martin Luther King, qui est quand même, qui est une icône de la lutte contre la ségrégation. Ici, vous avez Samori Touré, qui est un grand résistant, qui est le dernier résistant qui a été arrêté, en tout cas, qui a été arrêté par Babylone. Et donc, un grand résistant. Emprisonné au Gabon. Et c'est là-bas qu'il est mort. Et donc, vous avez Nelson Mandela. Donc, vous avez Jomo Kenyatta, le Kenya, qui s'est battu pour l'indépendance du Kenya. Et vous avez Patrice Lumumba, le Congolais, qui a été assassiné par Babylone, en complicité, enfin, par Mobutu, en complicité avec Babylone. Et vous avez Kwame Nkrumah. Donc, tous ces gens qui sont là, ce sont des panafricanistes convaincus. Vous verrez qu'il n'y a pas Houphouët-Boigny. Oui, je voulais vous demander pourquoi il n'y a pas Houphouët-Boigny. Il n'y a pas Houphouët-Boigny parce que Houphouët-Boigny, c'était le préfet de la France en Afrique. Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor, c'était deux pions de la France qui ont gâté notre affaire. Donc c'est pourquoi ils ne sont pas là. Bon, voilà, ils ne sont pas là. Voilà.
Donc ils ne sont pas dedans. Non, ils ne sont pas là parce que voilà, vous verrez que Houphouët-Boigny était très riche. Oui, 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 oui. Et Sankara, quand il est mort, ils ont retrouvé 150 000 francs dans son compte. Houphouët-Boigny, il a laissé des milliards. Mais aujourd'hui, la jeunesse parle plus de Thomas Sankara, qui avait 150 000 francs dans son compte, que d'Houphouët-Boigny. Donc, qui était extrêmement riche. Voilà, qui était extrêmement riche. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'argent qui fait les choses, mais ce sont les actes posés. Les Sundiata, ils n'avaient pas d'argent. Aujourd'hui, on parle d'eux. Les griots parlent d'eux. Il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas d'argent. Aujourd'hui, comme ils ont posé des actes concrets. Donc aujourd'hui, on parle d'eux et je pense que demain on parlera d'eux et après-demain on parlera d'eux. Et je pense que dans quelques années, il n'y a que les Ivoiriens qui parleront d'Houphouët. Dans quelques années, il n'y a que les Sénégalais qui parleront de Léopold Sédar Senghor. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, nous étions en compagnie de Tiken Jah. Interview vraiment instructif. Comme l'a dit mon frère Hervé, merci. Vous étiez sur Africa Télévision. Tiken Jah, vous avez un mot de fin pour les téléspectateurs? Non, simplement dire aux Africains de croire à l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Si nous arrivons à stabiliser ce continent, demain, tous les Blancs vont venir ici. Ça, c'est sûr. Parce que quand il y a le soleil, chez les Blancs, ils sont contents. Ici, le soleil, il y en a tous les jours. Tout le temps. Et donc, dire aux Africains de croire à ce continent parce que c'est le continent de l'avenir. Moi, je suis certain que demain, c'est ici que les choses vont se passer. Donc, il faut qu'on arrête les querelles, les coups d'État, bidons, les trucs. Dès qu'on va stabiliser ici, tout le monde va vouloir venir ici. Donc, apprêtez-vous à acheter des terres parce que demain, les terres africaines vont coûter très cher. Rastafari. Ok, voilà. Donc, vous avez à la production Sifel Prod, également Jaguar Production. Merci au restaurant 223 de chez Félicie pour le partenariat. Merci à Tiken Jah. Nous sommes à Radio Libre dans son enceinte où on a pu apprécier la répétition avec ses musiciens et tout. On dit merci également à tout le monde. Merci à Mohamed qui a pu caler cette interview. À la caméra, vous avez Samba Jim et à la réalisation, Franck Cyril. Portez-vous bien. On se retrouve dans 15 jours. Big up. Rastafari.